heures, je vous entends placoter Jacques Moisan, Pierre Pagé. Êtes-vous déjà en train de prévoir une ronde de golf pour bientôt? On sait jamais. Si Pierre veut bien m'accepter comme partenaire. Alors, pour certains, c'est le golf. Pour d'autres, c'est la moto qui s'en vient. Oui. Jeudi matin, 22 avril, il est 6 heures. Bon matin, mesdames et messieurs. Bon matin en studio. Je ne sais pas si Guy a trop fêté son anniversaire. Non, il fallait profiter de son cadeau. Oui. Non, on est dû à Las Vegas. Le chanceux. Il va se plonger dans l'eau. Je ne sais pas s'il va se plonger dans l'eau, mais il va voir ceux qui plongent à l'eau. Je pense que c'est son cadeau. Ça fait partie de son cadeau d'anniversaire. Je pense qu'il y avait la possibilité d'y aller, puis il l'a prise, et pourquoi pas. Hein? Exactement. C'est pourquoi ce matin, ça fait plaisir de prendre la relève. On va tout de suite commencer en information. D'abord, à Denver, au Colorado, cette bien triste affaire. Écoutez, on pleure les victimes de ce drame qui s'est passé mardi. Alors, vous le voyez, les images qui parlent d'elles-mêmes, beaucoup de tristesse, beaucoup de témoignages également, des fleurs, des poèmes même. Alors, on s'est réunis dans un parc pour, justement, un peu comme une vigile à la mémoire de ces victimes. Il y en a 15 maintenant. On vous donnera les détails dans un moment. Et l'enquête se poursuit pendant ce temps-là. Et on en apprend de plus en plus sur les deux individus, les auteurs de ça. Encore une nuit mouvementée en Yougoslavie. Nuit mouvementée, même que une des résidences de Slobodan Milosevic a été détruite au cours des bombardements de la nuit dernière dans la région de Belgrade. Et il y a l'OTAN qui se réunit demain à Washington pour fêter le 50e anniversaire de cette organisation-là. Mais en même temps, on va commencer, je pense, à préparer l'attaque au sol. Déjà les hélicoptères Apache, très redoutables, sont déjà rendus là, en Albanie. Et de là, on va frapper du côté de la Yougoslavie. Prêt à intervenir. Oui, aux arts et spectacles, ce matin, il y a Pénélope qui va nous parler d'une nouvelle émission qui va prendre l'antenne à TVA l'an prochain. Et ce sera tourné dans le désert de la Jordanie, les forges du désert qu'animera André Robitaille. Mais ce ne sont pas les forges du désert que l'on voit là, c'est le beau bonhomme, Ron Voisine, qui hier a lancé son tout nouveau CD que l'on a ici, Chaque feu. Et ça aussi, ça meublera la chronique de Pénélope aux arts et spectacles ce matin. Au sport, ce sont les séries fin de saison. Et on a vu apparaître hier un bonhomme dont il fallait se douter des performances, encore une fois, hors du commun. C'est M. Dominique Hachek. Devant sa cage, il a bloqué 40 des 41 lancés dirigés par les sénateurs d'Ottawa. Qu'est-ce que ça a donné? Une défaite des sénateurs, 2-1 face aux Sabres de Buffalo. Il y avait bien sûr d'autres matchs qui étaient présentés en série éliminatoire. Détroit a gagné. Dallas a gagné sur un but de Guy Carbonneau. Guy Carbonneau. Absolument, le vieux guerrier qui est de retour en série, qui réussit à aller chercher le petit but gagnant. Et Colorado, pour ce qui est de la série Colorado-San Jose, on connaît les événements qui se sont produits depuis 48 heures du côté du Colorado. Ça a été annulé. Le match des Expos également annulé. Et Acadie Batters s'en va du côté de la Coupe Memorial. Les remparts sont éliminés. Finalement. On se retrouvera tout à l'heure, Pierre. À la météo, José Sanson, quelle sorte de jeudi on va connaître? Ce sera quand même dans l'ensemble une belle journée, Benoît. On prévoit une alternance de soleil et de nuages, mais des averses dispersées pour à peu près tous les secteurs du Québec. Des températures qui vont demeurer fort agréables, mais il faudra en profiter puisque dès demain, on aura des températures légèrement sur les normales de saison. Je vous reviens tantôt avec beaucoup plus de détails. Ça a l'air confortable d'avoir votre tenue ce matin. Ça a l'air on est très bien à l'extérieur. Oui. Alors, sur ces magnifiques images de lever de soleil, je voulais vous présenter également mais un nouveau métier qui va être exercé en Thaïlande. Un nouveau métier. On est en train d'éduquer des jeunes, des adolescents à devenir dompteurs de crocodiles. Il reste encore extrêmement difficile à prévoir, effectivement. Pendant ce temps-là, l'enquête se poursuit. La police est catégorique. C'est une enquête qui sera longue parce qu'on veut une enquête approfondie. Pour l'instant, on est convaincu que les deux jeunes ont agi seuls, mais c'était tellement bien préparé, tellement complexe comme préparation qu'on commence à se demander s'il n'y a pas eu de l'aide qui a été apportée à ces deux jeunes-là. Mais de qui serait venue cette aide-là? On parle de 30 bombes, imaginez, qui ont été trouvées là, dans l'école et autour de l'école en question. On voulait carrément éliminer tout ce qu'il y avait dans le secteur, autant les personnes que l'établissement comme tel. On a sorti hier soir les corps des victimes et on a aussi fouillé dans les résidences des deux présumés auteurs de ce massacre, de cette tuerie. Et il est très clair que c'était des jeunes qui étaient obsédés, qui étaient des admirateurs de l'Allemagne nazie, de la croix gammée, et aussi des admirateurs de Marilyn Manson, qui est un chanteur très, très contesté, s'il en est un chanteur fou, en fait. Écoutez, on parle d'un succès, entre autres, qui s'intitule Antichrist Superstar.
Et ça donne un peu une idée du bonhomme. Alors, qui refuse l'autorité, qui prône la haine, tout ça. Alors, pas drôle. Non, non, non. Chez nous, d'ailleurs, il y a un rapport du coroner sur les armes à feu. Oui, assez étonnant. C'est notre ami Martin Evrel à Québec qui a mis la main là-dessus. Le rapport d'un coroner, Marie Lortie, sur les armes à feu. Ici, il établit, ce coroner, le lien entre la présence d'armes à feu à la maison et leur utilisation des fins criminelles. Au Québec, chaque année, il y a 400 morts par arme à feu. Et les 3/4 du temps, il s'agit de suicide. Selon les études, quand on a une arme à feu à la maison, les risques de suicide augmentent de 5 fois et de 3 fois pour le taux d'homicide. C'est le coroner Jean Brochu qui a déjà étudié plusieurs décès du genre, qui a émis des recommandations très précises à la Sûreté du Québec. D'abord, les agents devraient mieux informer tous les propriétaires d'armes sur les dangers, les inciter à se défaire des armes qu'ils n'utilisent plus et surtout leur dire de mieux entreposer les armes à feu. Selon un médecin, un expert en médecine préventive, le tiers des foyers québécois ont une arme à feu et souvent, ces armes à feu sont très mal entreposées, comme on met un tue-mouche dans un placard, par exemple. Pourtant, pour moins de 10 $, on peut acheter un gadget, un bloc verrou, un bloc gâchette qui pourrait sauver bien des vies. Ouais. Merci, Marie. Au revoir. À plus tard. Maintenant, il y a au Kosovo l'attaque terrestre qui pourrait être imminente parce que les hélicoptères sont sur place. Exactement. Alors, une pluie de missiles, littéralement, qui est tombée sur Belgrade, sur un aéroport militaire notamment. Aussi, selon des sources serbes, qu'une vingtaine de ces missiles sont tombés sur cet aéroport. Également, une usine du centre de la Serbie, à Valjevo, notamment. Alors, on a quand même limité les interventions aériennes parce qu'il y a du mauvais temps là-bas. Mais on apprend ce matin qu'il y a une des résidences officielles de Milosevic dans la région de Belgrade qui a été détruite également. Il n'était pas là, mais c'est ce qui est rapporté ce matin. Alors, les hélicoptères, évidemment, vous y avez fait allusion, les hélicoptères Apache qui sont arrivés en Albanie, c'est de là qu'on va mener des attaques contre les blindés yougoslaves de l'autre côté de la frontière. Alors, des hélicoptères redoutables spécialisés pour les attaques contre les blindés. Alors, est-ce que c'est le prélude d'attaque au sol? Ce sera à l'ordre du jour, cette attaque terrestre à Washington demain, où on va célébrer le 50e anniversaire de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais en même temps, on va mettre l'accent surtout sur cette possibilité d'intervention au sol. Les Américains qui disent qu'ils sont prêts. Jean Chrétien part ce soir pour Washington et on voit ici Tony Blair, le premier ministre de Grande-Bretagne, qui lui est arrivé hier. On avait bien dit qu'on attaquerait ce à quoi tient Milosevic. Oui, mais pas de lâcher le morceau, M. Milosevic. Il n'y aura pas de grève dans les garderies? Pas de grève dans les garderies de la CSN. Il y en a 200 au Québec, 2800 travailleurs touchés. Alors, ils devaient se mettre en grève aujourd'hui. Il n'y en aura pas. On attendra encore, on va donner encore un mois, une chance d'un mois à la négociation. Il y a un groupe de travail mis sur pied par Mme Nicole Léger, ministre déléguée à la Famille. Pendant ce temps-là, la CEQ représente quand même 750 travailleurs en garderie. Alors, pour eux, pour ces travailleurs-là, il y aura bel et bien grève aujourd'hui. Des garderies dans la région de Québec, en Estrie et aussi à Montréal. Ça touche environ 3000 enfants et parents qui devront envisager d'autres moyens. Des histoires de vol à Montréal hier soir et cette nuit? Oui, exactement. Alors, brièvement, d'abord, Dominique Carpin, un vol et puis arrestation du voleur en même temps. Ça s'est passé à Montréal, effectivement. Oui, effectivement. Vous savez que le hasard fait parfois bien les choses. La semaine dernière, il y a un homme qui s'est fait voler son véhicule dans le quartier Côte-des-Neiges. Et hier soir, il était sur l'autoroute 13 avec un ami dans une autre automobile lorsqu'il a aperçu son véhicule dans lequel prenaient place 2 suspects. Il a appelé aussitôt les policiers grâce à un téléphone cellulaire et vous voyez le résultat. Les policiers ont réussi à pincer les 2 hommes qui ont donc été arrêtés. Puis le propriétaire, lui, a pu retourner avec son véhicule. Et du côté de Montréal, il y a eu un vol qualifié hier soir dans un Dunkin' Donut. L'homme que vous voyez s'est présenté. Il était très agressif et il était armé, imaginez-vous, d'une patte de chaise ronde. Finalement, il a réussi à s'emparer d'une cinquantaine de dollars et grâce à sa description, les policiers l'ont arrêté environ une demi-heure plus tard. Merci, Dominique. Au revoir. Au revoir. Merci bien, Jacques. Oui. Ça pourrait peut-être être dans la catégorie la bonne nouvelle du jour. Il y a eu hier divulgation de 2 prix littéraires, mais des livres d'affaires. Ah. Et c'est la firme PricewaterhouseCoopers maintenant qui a présenté ses prix, des prix de 10 000 $ qui ont été versés d'abord à Benoît. Et aussi au lieu de la souveraineté. Alors là, c'est une proposition des professeurs Denis Monnière, Guy Boutillier, président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Eux proposent de tenter une dernière tentative avec Ottawa avant d'y aller dans un référendum. Et puis, photo dans le Devoir qui nous montre que du côté de l'OTAN, on est peut-être prêt à un déploiement terrestre en Yougoslavie. Et alors, oui, le résultat est là pour le montrer. Donc, cette maison qui a été complètement détruite, Milosevic qui, incidemment, hier, a rencontré Victor Tchernomyrdine, un envoyé spécial de la Russie
M. Tierno Myrtin qui tente d'en arriver à une entente avec lui, de le ramener à la raison. Ce sont de vieux amis, dit-on, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas tenu. Il demande de résultats. On sait que la Russie est contre ces attaques de l'OTAN contre la Yougoslavie, des attaques qui ont détruit, entre autres, un aéroport près de Belgrade hier et un autre centre industriel. Cette fois, on a frappé à Valjevo. Et par ailleurs, il faut parler des attaques au sol. On en parle de plus en plus parce que ce sera au cœur des discussions qu'auront les chefs d'État des pays membres de l'OTAN à Washington demain à l'occasion du 50e anniversaire de l'OTAN. Déjà, il y a le premier ministre Tony Blair de Grande-Bretagne qui est arrivé hier soir et M. Chrétien, lui, va quitter ce soir pour Washington pour participer à ces discussions. Du côté de l'LCN, il y a un projet de loi qui a été déposé, un projet de loi fédéral, Sylvain, sur les jeunes contrevenants. Alors, Québec va réagir à ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est beaucoup plus strict face aux jeunes, aux adolescents, mais il y a quand même une certaine marge de manœuvre aux provinces, laissée aux provinces. Québec a un modèle particulier. À 13h à Québec, il y a 3 ministres responsables, de près ou de loin, de la jeunesse, qui vont réagir. Donc, LCN va suivre ça. Merci, Sylvain. Au revoir. Merci bien. Jacques, êtes-vous amateur de sushi? Oui. Oui. Savez-vous qu'il y a des oursins? Il y a des sushis aux oursins. Moi, je les ai toujours évités, ceux-là. Je ne sais pas si vous avez les Non, je n'ai jamais goûté ceux-là. Non, je les évite. Mais au Japon, il y a de vrais amateurs de sushis aux oursins. Et ils vont s'approvisionner maintenant au Québec. Parce que dans le fleuve Saint-Laurent, dans le bas du fleuve, oui, on a des oursins au Québec. Et il y a une nouvelle usine pour recueillir des fonds pour des œuvres de charité. Et toute cette fête-là origine d'un barrage qui avait été fait par des douaniers américains qui voulaient faire une descente il y a quelques années dans la région de Key West pour ramasser de la drogue qui était vendue illégalement, évidemment. Et en protestation, la communauté de drag queens, de travestis, avait réagi par des fêtes et c'est devenu une grande fête. Beaucoup d'ambiance, l'atmosphère est gaie, hein? Oui. Oui, bien choisi. 8h06. Renvoyés chez eux au cours des dernières heures. Cependant, dans l'école qu'on a visitée ce matin, il faut dire que la directrice semblait compréhensive, semblait dire, écoutez, les jeunes ont certains goûts vestimentaires, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, finalement. Merci, Jean-François. Au revoir, Pierre. Au revoir. Dossier Kosovo, maintenant, les forces de l'OTAN sont de plus en plus précises là, dans leur cible. Exactement. On a vu hier que c'était le siège du Parti socialiste. Aujourd'hui, Normand Réaume, une des résidences de Milosevic. Est-ce à dire qu'on veut s'en prendre à Milosevic directement? Évidemment, on peut le penser, sauf que le Pentagone officiellement nie qu'on tente de tuer M. Milosevic. Ce qui est clair et incontestable, en tout cas, c'est que pendant la nuit, la grande villa de Milosevic, en banlieue de Belgrade, dans le quartier de Denije, a été détruite par au moins un missile de l'OTAN. Selon le Pentagone, l'édifice disposait de capacités de commandement militaire, ce qui expliquerait qu'on l'ait visé. La résidence avait été celle, d'ailleurs, du dirigeant communiste, le maréchal Tito, qui l'avait habité jusqu'à son décès en 1980. Le président Milosevic en a parlé quelques heures après le bombardement avec l'émissaire soviétique, Tcherno Myrtin, utilisant un certain humour glacial, disant que l'OTAN avait bombardé directement en plein cœur de sa chambre à coucher. On peut dire, par exemple, que l'OTAN, qui célèbre ses 50 ans d'existence maintenant, aura une rencontre importante à Washington au cours de la fin de semaine. Et déjà, on doit certainement avancer d'autres avenues possibles pour ces attaques vers le Kosovo. Exactement. Il y a vendredi matin une session prévue au programme officiel de l'OTAN qui va porter sur le Kosovo. Déjà, il y a des chefs d'État qui arrivent à Washington, dont le principal allié des États-Unis, la Grande-Bretagne, représentée par son premier ministre, Tony Blair. Et ce qui est évident, c'est que les pays de l'OTAN devront discuter de l'éventuelle intervention terrestre. Celle-ci doit-elle survenir avant un pacte de paix ou au contraire auparavant et donc précipiter une chute du gouvernement Milosevic? Il y a des pays qui s'opposent, comme la France, disent on doit s'en tenir à des frappes aériennes et ne pas se laisser engager dans une intervention au sol. Ce qui est clair, c'est que le fait qu'on ait appelé les fameux hélicoptères Apache sur place, ça nous mène davantage à une intervention terrestre éventuelle. Merci. Au revoir. Les parents craignaient hier, Pierre, aujourd'hui ils sont rassurés, il n'y a pas de grève dans les garderies. Exactement, dans le cadre de la CSN, mais vous savez qu'on va voir des images à la CEQ, il y a des garderies qui sont aujourd'hui paralysées, on parle de quelques 52 centres à la petite enfance ou en milieu familial représentés par la CEQ, et il y a manifestation à ce moment-ci, vous le voyez devant le bureau du Premier ministre M. Bouchard à l'édifice d'Hydro-Québec sur le boulevard René-Lévesque à Montréal.
Donc, pour aujourd'hui, chez eux, c'est un débrayage d'une journée. Mais vous l'avez dit, en ce qui a trait aux syndiqués de la CSN, il devait y avoir à compter d'aujourd'hui un débrayage illimité, mais il y a eu comme une entente hier avec la ministre déléguée à l'enfance et à la famille, Mme Nicole Léger. On a annoncé la création d'un groupe de travail sur les 3 principales revendications de la CSN, à savoir les salaires, la création d'un fonds de pension et l'équité salariale pour les éducatrices en garderie. Il y aura un rapport qui sera remis au plus tard le 21 mai. Et à partir de là, on verra de quel côté ça ira, cette négociation-là. Alors, ce que vous voyez présentement, ce sont les travailleuses en garderie CEQ qui débrayent pour la journée aujourd'hui. De notre côté, les détaillants en alimentation qui sont inquiets devant les nouvelles règles concernant le tabac. Exactement. L'affichage, l'emballage, tout ça, chez eux, ça les inquiète. On sait que ces règles seront davantage resserrées. On sait qu'en vertu du projet de loi C-71 du côté fédéral, le tabac, par exemple, pourrait ne plus se retrouver en étalage comme ça, en entrant dans les dépanneurs. Ça inquiète l'association des détaillants en alimentation. Et on va retrouver, si vous voulez, tout de suite leur président, M. Michel Gadebois, président directeur général. M. Gadebois, bonjour. Bonjour, M. Bruno. Vous êtes inquiet en quoi? Essentiellement, si la loi est appliquée, et on s'attend qu'elle le soit dans quelques jours, les affichages de cigarettes, ce que vous voyez derrière le comptoir, devra disparaître. Et essentiellement, pour nous, les revenus que ça représente, c'est entre 4 000 et 9 000 $ par année pour les propriétaires de dépanneurs. Ça veut dire que les gens vendent les places, les propriétaires de dépanneurs vendent des places aux compagnies de tabac? Oui, on fait ça pour tout le monde, sauf l'Auto-Québec qui a la place gratuite parce que c'est un monopole. Bon. Alors, essentiellement, ce que ça fait, la perte de ces revenus-là, pour nous, ça totalise aux alentours de 32 millions de dollars. Ça, c'est un des aspects de la loi. Il y en a d'autres. Mais essentiellement, ça se traduit en perte d'emploi parce que c'est le profit essentiel de la vente de ce produit-là qui représente à peu près 35 % des ventes du dépanneur. Est-ce que vous pensez que vous allez vendre moins de tabac parce qu'il ne sera pas affiché? Éventuellement, oui, parce que le gouvernement veut créer des magasins spécialisés, donc beaucoup moins de magasins. Mais à part du fait que le gouvernement met en place des mesures où il joue dans notre secteur puis qui va faire perdre 2000 emplois, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif visé par le ministre sera même pas atteint. L'objectif visé par le ministre, c'est la réduction de consommation du tabac par les jeunes. Oui. On a offert au gouvernement depuis longtemps, ça fait de mettre en place, entre autres, des cartes d'identité pour les jeunes pour nous permettre de le contrôler. En plus, on lui a demandé de faire exactement comme il se faisait sur l'alcool, c'est-à-dire de rendre illégale la consommation, la possession du tabac, si on veut être sérieux pour arrêter chez les jeunes. Et le gouvernement n'a toujours pas réagi. Tout ce qu'il trouve à faire en ce moment, c'est d'essayer de jouer avec le marché et faire perdre des emplois. Monsieur Gadebois, je veux quand même revenir au fait que, vous vous rappelez, l'an passé, on avait entendu le groupe Jean Coutu nous dire, écoutez, ça va être désastreux pour les pharmacies s'il n'y a plus de tabac dans la pharmacie. On parlait de réduction de 20 à 30 % de pertes même. Et ce matin, je vois dans le journal qu'au cours du 3e trimestre, le 28 février 1999, Jean Coutu a comptabilisé des revenus en hausse de 18,5 % sur l'an dernier. Donc, dire que le tabac n'a pas trop affecté là, est-ce que vous n'avez pas peur pour rien? Pas du tout. Dans le cas de Jean Coutu, c'est essentiellement ses profits des magasins aux États-Unis. Mais dans le cas des pharmacies, ça représentait à peu près 2 %, même pas de ses ventes, le tabac. Chez nous, c'est entre 30 et 35 %. Alors, à 30-35 %, si ça disparaît demain matin, c'est fini, le magasin ferme. Alors, il n'y a aucune commune mesure entre la vente du tabac dans les pharmacies à moins de 2 % et nous à 35 %. Bon, il s'est vendu 58 millions de cartouches de cigarettes et la très grande majorité se vend, je pense, dans les dépanneurs. Hein? Effectivement, c'est à peu près 60 % des cigarettes qui sont vendues dans les dépanneurs. En plus, évidemment, d'un élément que les gens oublient, c'est le trafic. C'est comme l'essence. Vous amenez des gens chez vous. Pour ce produit-là, il va prendre son café, il va prendre son journal, etc. Merci, M. Gadebois. Ça fait plaisir. Au revoir. Des Chiliens qui sont menacés d'expulsion reçoivent des appuis. Exactement. Conférence de presse en appui à ces 6 Chiliens, 3 adultes, 3 jeunes menacés d'expulsion, alors que des représentants d'Immigration Canada les recherchent toujours. Ils menacent d'être expulsés. Donc, la semaine dernière, vous savez, ils ont été sortis de l'église adventiste de Westmount. Il y a des groupes d'appui aujourd'hui qui se manifestent, entre autres le chanteur Luc Merville. Ils demandent tout simplement la protection de l'église adventiste, car s'ils sont déportés au Chili, leur sécurité, disent-ils, et même leur vie seront en danger. Et ils ont été persécutés, précisent-ils, pendant et après le régime Pinochet. Et aujourd'hui, ils demandent l'appui de la ministre également là-dessus.
En Jamaïque, maintenant, Pierre, on conteste la hausse des prix de l'essence de façon assez violente, il faut le dire. Il y a eu des manifestations qui ont tourné à la violence, vous l'avez dit. Il y a eu 6 morts, on parle de 22 blessés là-bas. Le gouvernement qui, voulant aller chercher 100 millions de nouvelles taxes, a fait passer le litre d'essence de 61 cents à 79 cents, une augmentation de 30 cents. Les gens ne l'ont pas pris, mais pas du tout. Il y a eu des manifestations, si bien que Air Canada, qui a dû hier suspendre ses vols vers et de retour de la Jamaïque, reprend aujourd'hui ses vols parce qu'on dit que c'est un peu plus tranquille aujourd'hui. Si bien que du côté de Montego Bay, Air Canada va aller chercher là-bas ses ressortissants canadiens qui sont là-bas, sur des plages sans aucun doute, de même que Kingston. Et pour ce faire, on va doubler le nombre d'appareils à destination de la Jamaïque là-bas. Aujourd'hui, il semble que le calme soit revenu. Les commerces et les écoles ont repris leurs activités aujourd'hui. On a construit le dôme de la transparence sur le nouveau Parlement en Allemagne. Tout à fait. Ce qui était réduit au silence de Reichstag depuis le nazisme et la guerre froide, voilà qu'il est rouvert. Le public peut le visiter depuis hier. En début de semaine, c'était les membres du Parlement, parce qu'on sait que le Parlement s'installera à Berlin dès le mois de septembre prochain. Et s'il a gardé sa monumentale silhouette extérieure néo-renaissance, le Reichstag a été complètement détruit et redessiné à l'intérieur par un architecte pour la somme de 325 millions de dollars. Alors, on dit qu'en 1945, l'Armée rouge y a planté le drapeau de l'Union soviétique sur les ruines du Reichstag et l'architecte a conservé les graffitis laissés par les soldats russes victorieux et qui sont autant de cicatrices de l'histoire. On sait que c'était un lieu de malédiction. Ça a commencé avec l'incendie du Reichstag en février 1933, dont les nazis ont pris prétexte pour anéantir la démocratie en Allemagne là-bas. Revenons chez nous. Maintenant, les dons d'organes, semble-t-il qu'il faut centraliser les données. Et les données et les donneurs potentiels. Pas vous et moi qui, par exemple, allons mettre sur un petit carton qu'on est prêt à donner nos organes, mais il semble que sur les 217 000 morts au Canada annuellement, 230 millions d'armes à feu. Heidi Radjen est une survivante de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal. Elle s'occupe très activement de la question du contrôle des armes à feu. Bonjour, Mme Radjen. Bonjour. Vous m'avez dit ce matin que vous étiez très déçu quand vous avez entendu hier, je crois, le président Clinton. Il a failli parler de contrôle d'armes à feu. Il ne l'a pas fait. Le lobby est vraiment très, très puissant là-bas pour la libre possession des armes à feu. Ah oui, on pouvait voir que Clinton voulait en parler ou sous-entendait le contrôle des armes et que même les journalistes cherchaient cette réponse-là. Mais c'est tellement une patate chaude aux États-Unis avec le NRA, qui est un des lobbies le plus puissants en Amérique. La National Rifle Association. C'est ça, National Rifle Association, avec leurs 700 employés et 50 millions de dollars à Washington. C'est tellement controversé, c'est tellement difficile politiquement. En tout cas, ça m'a déçu pour une première réaction, alors que maintenant, je pense qu'on en parle un peu plus. Oui. Je lisais ce matin dans le Denver Post, au Colorado, il y avait même des projets de loi en cours pour faciliter la possession d'armes à feu au Colorado. Et ceux qui s'opposent à tout contrôle des armes à feu disent, plus il y aura de gens dans la société qui en posséderont des armes à feu, plus la société sera sécuritaire. Mais il semble que les chiffres ne leur donnent pas raison. Bien, écoutez, si le port d'armes assurait une sécurité quelconque, les États-Unis seraient le pays le plus sécuritaire au monde, ce qui n'est pas du tout le cas. Le plus il y a d'armes à feu, le plus ils sont à vente libre, le plus ils tombent dans les mauvaises mains et le plus il y aura des tragédies. Et regardez, aux États-Unis, 35 000 Américains meurent chaque année par arme à feu. On compare ça à d'autres pays comme le Canada, qui sont assez comparables sur d'autres niveaux, et ça ne se compare pas. Et il y a beaucoup de jeunes qui meurent, hein? Bien, c'est ça qui m'étonne. Maintenant, tout le pays se lève parce qu'il y a 13 victimes par arme à feu, peut-être à cause de la situation, des circonstances. Mais il y a 13 jeunes qui meurent par arme à feu à chaque jour aux États-Unis. Donc, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Moi, j'espère qu'après cette tragédie, les politiciens vont bouger, alors que, mon Dieu, j'entends les républicains qui disaient que des professeurs devraient être armés maintenant. En fait, c'est ça le projet de loi qui était au Colorado. Maintenant, ils permettent le port d'armes dissimulées, mais il y a des limitations sur les lieux où on peut aller. Et la législation qui proposait était pour réduire ces limitations-là. Mais fort heureusement, ça a été bloqué, là. Évidemment, ce qui s'est passé a bloqué tout ça. Pour l'instant. Quand on parle d'armes à feu, Mme Radjen, aux États-Unis, on ne parle pas d'armes de chasse. On ne parle pas de revolver pour pratiquer le tir à la cible. On parle d'armes beaucoup plus dangereuses que celle-là, n'est-ce pas?
Ils ont toutes sortes d'armes aux États-Unis, mais personne ne parle des armes de chasse ou des armes longues sportives. Et c'est tout un débat pour interdire les armes d'assaut. Il y a une loi fédérale qui, théoriquement, interdit les armes d'assaut, mais les critères sont tellement vagues qu'une arme avec un lance-grenade pourrait être considérée comme étant pas une arme d'assaut. Et il y a juste 5 États qui sont allés aussi loin de dire pas d'armes d'assaut. Quand on parle des armes d'assaut, on parle des AK-47, des M16 et des fusils dont les militaires se servent sur le terrain. Là. Oui, des fusils qui sont conçus pour tuer beaucoup de gens, d'humains, rapidement et efficacement. C'est pas des armes de chasse, c'est même pas des armes qui tirent avec précision. Bon, j'ai 18 ans, je suis américain, je veux me procurer une arme à feu. Qu'est-ce qu'on exige de moi? Ça dépend des États, mais dans la plupart des États, pas de dossier criminel. La loi Brady, la deuxième partie de la loi fédérale, requiert, mais seulement dans les magasins certifiés, une enquête instantanée par ordinateur, par informatique, pour savoir si l'acheteur a un dossier criminel. Mais la loi, et en terminant, la loi me permet à moi, qui viens d'acheter une arme, de la revendre privément à quelqu'un, et moi, je n'ai pas à vérifier son passé criminel. Exactement. Dans la plupart des États, ça continue. A été pris en chasse sur le boulevard des Récollets. Puisqu'il refusait de s'arrêter et qu'il représentait un danger, les policiers ont donc tout mis en œuvre pour l'immobiliser. Il y a 3 voitures patrouilles qui ont été abîmées dans cette poursuite. Quant au jeune homme, il a été arrêté et fera face maintenant à plusieurs accusations. Les administrateurs du Musée des Arts et Traditions populaires du Québec à Trois-Rivières ont repoussé de quelques jours leur décision concernant l'avenir de l'institution. À la demande du ministère de la Culture, les membres du conseil d'administration du musée ont accepté hier soir de retarder leur décision. Ainsi, si le ministère de la Culture ne réussit pas à s'entendre avec la firme Cogerex, les dirigeants du musée pourraient déclarer faillite, et ce, dès la semaine prochaine. Alors, on apprend que nos PME perdent chaque année des centaines de millions de dollars, tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de fabriquer des pièces qui sont en demande ici. Aujourd'hui se déroulait justement une journée de réflexion là-dessus, une journée à laquelle on prépare une centaine de gens d'affaires. Pierre Catelier résume. Il y a 2 ans, lors du Forum pour le renouveau économique de la région de Trois-Rivières, on avait chiffré à 500 millions de dollars uniquement les achats des grandes entreprises du parc industriel de Bécancour qu'elles devaient faire à l'étranger. Bon, ça n'incluait que les entreprises du parc. On n'incluait pas les entreprises à l'extérieur du parc. Les Kroger, les Raycan, les Alcan, les Abitibi-Consol, Carton Saint-Laurent et autres. Donc, on est en mesure de dire, sans avoir une étude détaillée, qu'il y a plusieurs centaines de millions de dollars de produits qui sont achetés à l'étranger. Et sans tout récupérer, si on allait chercher juste un petit pourcentage de ça, déjà on pourrait contribuer pour beaucoup à améliorer l'activité économique et la création d'emplois dans la région. 15 grandes entreprises ont d'ailleurs exposé des produits qu'elles importent et qui pourraient être fabriqués par nos PME régionales. Les porte-paroles des grandes et petites entreprises ont témoigné de leurs attentes et expériences. Nos attentes, c'est permettre d'atteindre le applaudissement total au plus bas. De quelle façon? Aucun retard de livraison, aucun défaut de fabrication, livraison dans les délais prévus. Et évidemment, avoir des prix intéressants, sinon, c'est pas une question de faire la charité parce que c'est des organismes régionaux. Il faut vraiment, on est en affaires pour faire des affaires, et il faut vraiment que les deux parties envoient son compte, sinon il n'y a pas d'intérêt. Évidemment, toutes ces questions de maillage industriel demanderont des efforts soutenus de la part des PME. Et il faudrait attendre 5 ans avant de pouvoir mesurer des retombées significatives en matière d'activité économique et de création d'emplois. Pierre Catelier, à Trois-Rivières. À Grand-Mère, l'agonie du village d'Émilie semble finalement se dérouler dans l'indifférence plutôt la plus totale. C'est ce qu'a constaté aujourd'hui François Saint-Onge lorsqu'il est allé interroger des gens parmi la population. D'attirer des touristes pour l'été quand la ville a annoncé qu'elle coupait les fonds. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire quand la mairesse a annoncé que la municipalité n'apporterait plus son soutien, de soutien supplémentaire au village? On était à faire la promotion. On était à Montréal, au salon Vacances Loisirs à Montréal. La corporation qui opère le village d'Émilie depuis ses débuts en 91 a décidé de ne pas ouvrir cette année parce qu'elle ne se sent plus appuyée. N'ayant pas cet appui-là de la ville et avec toute la publicité que l'on juge négative qui s'est faite au cours des dernières années, des dernières semaines, est-ce qu'on aura les 20 000 visiteurs payants
qu'on a prévu à notre budget. Sur la rue à Grand-Mère, les citoyens rencontrés étaient plutôt indifférents au sort du village. Mais moi, ça me dérange pas, comme je vous dis, parce que je suis jamais allée, j'ai jamais été attirée à aller là. Fait que, tu sais, je veux dire, non, pas plus que ça. Bon, moi, ça me dérange pas beaucoup. Non. Pourquoi? Bon, je n'y allais pas quand même. Moi, ça me dérange pas tellement, je l'ai vu, puis un coup qu'on l'a vu une fois, après, ça ne tente plus. Et l'objectif, c'est qu'il y ait relance par le milieu. Et je suis persuadée que des gens vont nous amener des idées formidables. La mairesse Lafrenière aura beau être optimiste, aucun investisseur sérieux n'a encore déposé de projet de relance. Et Jean Huard avertit que les bâtisses du village ont été construites pour le cinéma. Nombreuses années, ça n'a pas la structure d'une bâtisse normale, donc il y aurait beaucoup d'améliorations à faire au cours des prochaines années, effectivement. La dette accumulée du village coûte annuellement 125 000 $. Et l'an prochain, la ville n'a pas l'intention de faire le paiement. Si personne ne prend la relève, le village d'Émilie sera en faillite. François Saint-Onge, à Grand-Mère. Un appel au colis suspect a forcé ce matin l'évacuation totale du palais de justice trifluvien. Et finalement, tout ce que les policiers ont trouvé, c'est une paire de souliers dans une poubelle. Pierre Delavoie là-dessus. Entre 9h05 et 9h10, la police de Trois-Rivières recevait un appel anonyme provenant d'une cabine téléphonique. L'interlocuteur prévenait qu'un colis suspect se trouvait au palais de justice de Trois-Rivières. Est-ce que vous avez trouvé un colis à l'intérieur du palais ou à l'extérieur du palais? Un colis suspect a été trouvé à l'intérieur du palais et déplacé à l'extérieur. Le sergent Jean Bolduc se rend au palais pour faire des fouilles préliminaires. Un agent de la paix sort une poubelle dans le stationnement. Vers 9h40, une centaine de personnes, employés, justiciables, avocats et juges, sont évacués. Suite au conseil donné par le sergent qui était en charge à l'extérieur, et suivant ce qu'il me disait, la teneur, et suivant qu'ils ont trouvé aussi un panier dans lequel se trouvait un colis suspect, à ce moment-là, j'ai pris la décision de faire évacuer les gens. Un périmètre de sécurité a été érigé dans le quadrilatère formé par les rues La Violette, Hart, de Tenancourt et Saint-François-Xavier. Effectivement, il y avait au niveau de la Cour du Québec 2 comparutions qui pouvaient apparaître suspectes, une d'un Rock Machine et un autre prévenu qui fait partie du groupe des Hells. On fait un lien peut-être là aussi, là. Vers 11h, les artificiers de la Sûreté du Québec arrivent sur les lieux. À 11h30, l'opération prend fin. Bon, là, on avait un colis suspect à l'extérieur qui avait été trouvé à l'intérieur. À quel endroit à l'intérieur? Près du bloc cellulaire ou dans le bloc cellulaire, là, exactement. Il restera à préciser. Ce colis-là s'est avéré être un sac contenant une paire de souliers. La police de Trois-Rivières poursuit son enquête dans cette affaire. Le palais de justice a rouvert ses portes à 13h. Pierre Delavoie, à Trois-Rivières. La victime de l'incendie de Saint-François-du-Lac survenu mardi soir est connue. Il s'agit d'Yvon Marchessault, 71 ans. Son corps a été découvert dans les décombres de sa résidence de la route Marie-Victorin. Depuis, l'incendie serait d'origine accidentelle. L'expert chimiste qui a fouillé les décombres hier a relevé des indices qui ont démontré que le feu est d'origine électrique et qu'il aurait pris naissance de plus dans le réfrigérateur. La Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du centre du Québec a procédé comme prévu à l'adoption d'un plan de consolidation pour les 3 prochaines années. Et en vertu de ce plan, la Régie demandera au ministère de la Santé de désigner le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières institut universitaire pour certaines disciplines de pointe, comme par exemple la radio-oncologie. Certaines actions du plan de consolidation pourraient nécessiter des investissements additionnels de 63 millions de dollars. 6 heures, non, le feu n'est pas pris. C'est beau. Et le superbe lever de soleil en ce vendredi 23 avril. Bon matin tout le monde. Bonjour. Votre collègue en arrivant ce matin me disait « Oui, c'est vendredi, parfait, c'est vendredi. » Pas pour vous. Il reste samedi et dimanche. Ah oui, c'est mercredi pour vous. Ah oui, exactement, mercredi, parce que dimanche, ce sera vendredi. Oui. Moi, je peux vous dire que c'est vendredi pour moi. C'est là-dessus, 2 fois vendredi. Ah oui. Bon, en vacances, petit garçon? Une petite semaine. Ah ouais? Oui. De repos à la maison? Ah non, on va aller bûcher dans le bois. Ah, ça, c'est des vraies vacances. Ça, c'est des vraies vacances.
On va commencer. On va commencer à regarder les lacs, les truites, là. J'ai hâte. Vous leur parlez? Oui, toujours, avec amour. Elles ne téléphonent pas, non? Non, vous savez que je suis myope, hein? Je vois absolument rien de loin, mais pour ce qui est des truites qui sont sur les lacs, là, les voix, pas de problème. On voit bien ce qu'on veut voir. Oui. En information tout de suite, Jacques Moisan. C'est encore le Kosovo qui fait la manchette. Oui, puis pour continuer avec la même allégorie, là, Milosevic, lui, n'a rien vu venir. Alors, sa maison avait été détruite hier, une de ses maisons. Bien, aujourd'hui, la nuit dernière, en fait, c'est la télévision nationale qui a été frappée de plein fouet par les missiles de l'OTAN. Et vous voyez l'étendue des dommages là, ce matin. C'est assez éloquent, merci, quant à la puissance de la frappe. Alors, on aura tous les détails dans un moment là-dessus. La télévision, c'est un gros organe de propagande pour Milosevic. Oui. L'autre région du monde qui retient l'attention, c'est le Colorado. Encore une fois, Littleton, l'enquête policière qui se poursuit. Et imaginez, hier, on a découvert une autre bombe de très forte puissance. Il avait fallu que ça explose, tout ça. Là. Je pense que les deux jeunes auteurs de ce massacre-là auraient atteint leur objectif, c'est-à-dire détruire carrément l'école en question. Là aussi, nous aurons tous les détails dans un moment. Oui, et puis, à Dominique Carpin, qui est à l'extérieur, il y a eu agression sur un vieil homme à Montréal au cours des dernières heures, Dominique? Oui, décidément, on n'est pas en sécurité à nulle part. L'agression a eu lieu dans une résidence pour personnes âgées. Vous voyez la victime, c'est un homme de 89 ans et le vol serait le mobile de cette tentative de meurtre, carrément. On vous en reparle dans quelques instants. Quel âge, vous avez dit, 89 ans. C'est un homme d'origine hongroise. À tout à l'heure, Dominique. Aux heures et spectacles, ce matin, Penelope McQuaid nous parlera de la pièce de théâtre qu'elle est allée voir hier. Elle est allée voir Durocher milliardaire. Je ne connais pas Durocher, mais il est milliardaire. Et c'est joué par Guylaine Tremblay, Luc Sené et Jacques Lheureux. À 8h10, elle recevra Patrick Fiori, qui joue évidemment dans Notre-Dame de Paris, mais qui vient aussi de lancer son CD « Prends-moi ». Et elle le recevra ici en studio, Patrick Fiori, un petit peu plus tard ce matin. Monsieur Lara? Monsieur Fabien. Monsieur Fabien. Monsieur Fabien, exactement. Monsieur, si vous voulez l'appeler ainsi. C'est vous qui faites l'entrevue, hein? Non, c'est là. Ponce Pilate. Il met le feu puis il s'en va. Oui. Hier, la Ligue nationale de hockey présentait 4 rencontres. Écoutez, hier, les Flyers de Philadelphie ont causé quand même une certaine surprise. Puisqu'au Air Canada Center, hier, ils ont défait les Maple Leafs de Toronto par la marque de 3-0. Jeu blanc pour John Van Beesbrook qui a même bloqué un tir de pénalité de Matt Sundin. Oui, c'est une certaine surprise. N'oublions pas qu'Eric Lindros n'est pas là. Le jeu blanc, c'en est une surprise parce que Van Beesbrook n'a pas connu une saison du tonnerre. Et c'est un match qui était présenté à Toronto. Donc, dans les 4 matchs, dans un des 4 matchs, une victoire donc des Flyers de Philadelphie. Les Blue Jays ont gagné également 8 matchs de suite sans défaite. On fera le tour des résultats des séries, la dernière vague, donc, qui est débutée depuis hier. Alors, à la météo, José Sanson, qu'est-ce que vous nous réservez pour ce vendredi? Vous avez vu le beau soleil ce matin? Ben oui. Il va être là jusqu'à 8h moins 10 ce soir. Mais pas pour tout le monde, parce que pour l'Est du Québec, c'est plutôt nuageux avec quelques percées de soleil et des averses sous forme de neige fondante. C'est très frais également ce matin, puisqu'on a des vents du secteur nord d'une vingtaine de kilomètres à l'heure. Je vous reviens tantôt avec beaucoup plus de détails. Oui, juste avant, samedi et dimanche, ce sera quoi? Non, pas d'aperçu pour samedi dimanche, on lui demandera tout à l'heure. Après ça, est allé chercher l'information, justement. Vous qui êtes un grand voyageur, Jacques Moisan, vous arrivez d'Australie, oui. Alors, des images d'Australie pour vous, des souvenirs de voyage. Ah oui. Oui, reconnaissez-vous ces crocodiles? Un de mes amis, oui. Quel profil. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, c'est le cas de le dire. Non. 4,6 mètres. C'est un crocodile de 15 pieds de long. Je ne veux pas vous relancer, mais j'en ai vu un de 7 mètres quasiment. Ben là, vous nous battez. Capitaine Bonhomme. Capitaine Bonhomme. Vous voulez le voir? Oui. Vous apportez des photos. Agrandi. Est-ce qu'il était aussi dangereux que celui-là? Toujours dangereux, un crocodile. Je ne peux pas croire que quelqu'un va apprivoiser un crocodile. Mais celui-là était assez dangereux parce qu'il menaçait les pêcheurs avec les petites embarcations dans un parc. Alors, on l'a pris et on l'a envoyé à l'intérieur du pays. Pas habité à l'intérieur du pays. Pas tellement. On l'a envoyé pour avoir la paix. Bon. Est-ce que ça bat votre crocodile? Oui. Oui. Vous avez raison. 6h05, on fait... La résidence qui avait été détruite par les missiles de l'OTAN, hier soir, c'est la télé qui a été frappée de plein fouet. La télé qui est le principal organe de propagande de Slobodan Milosevic, évidemment. Alors, on était en train de diffuser un extrait d'une déclaration, d'une entrevue de Slobodan Milosevic, et tout à coup, l'image est passée au noir, et vous allez comprendre pourquoi.
les missiles qui ont frappé les studios, les installations, les équipements, le transmetteur de la télévision nationale là-bas. Il était 2h15 du matin, alors ça se demandait si le pilote n'avait pas l'horaire télé de la télévision là-bas. Alors il a frappé à 2h15 au moment où justement on voyait Milosevic. Les victimes, ben, il y en a 15. Si oui, ben, on le regrette. C'est toujours la version de l'OTAN, évidemment. Alors on a été hors d'onde pendant 5 heures, mais il faut dire qu'on a requisitionné les studios et tous les équipements de diffusion d'une station, d'un réseau privé de télévision. Alors, évidemment, qu'on n'a pas eu le choix de dire oui ou non. Hein. Alors, c'est de là que Milosevic va continuer sa propagande. Entre-temps, il y a Viktor Tchernomyrdin, qui est l'ex-premier ministre de Russie, émissaire de la Russie dans ce dossier yougoslave, qui a proposé une entente, un nouveau projet à Milosevic, qui a accepté. Alors, cette entente prévoit la présence internationale au Kosovo, mais contrôlée par l'ONU et non pas par l'OTAN. Et puis, on réduirait, en vertu de cette entente-là, la présence militaire yougoslave au Kosovo, en autant que l'OTAN cesse ses bombardements et que l'OTAN retire ses troupes de tout le territoire yougoslave, parce qu'il y en a actuellement sur place pour les réfugiés et tout ça. Alors, cette entente sera pilotée dorénavant maintenant du côté de l'OTAN, qui se réunit à compter d'aujourd'hui. Le premier ministre Jean Chrétien, qui est déjà rendu là-bas, d'ailleurs, il est parti hier soir. Alors, on va étudier ça de très, très, très près. Tchernomyrdin, qui est rentré à Moscou, dit qu'il est prêt à aller à Washington pour vendre ce projet-là aux membres de l'OTAN, qui, dans les premières réactions, n'est pas très, très chaude à accepter un tel projet. On dit que c'est loin des exigences de l'OTAN. Maintenant, au Colorado, l'enquête se poursuit. On croit que les deux tueurs avaient déjà réalisé une bande vidéo de ce qu'ils oui. Écoutez, ils ont déjà répété à toute fin utile sur vidéo ce qu'ils entendaient faire à cette école de Littleton. Alors, l'enquête est loin d'être terminée, d'autant plus qu'on a encore découvert des bombes, dont une hier. On est rendu à 32 bombes découvertes dans les fouilles, là, pendant les fouilles par la police. Alors, on a découvert hier après-midi une bombe reliée à une bonbonne de gaz propane de 20 livres. C'est à toute fin utile ce dont on se sert là, pour les barbecues, tout simplement. C'était dans la cuisine de la cafétéria. Si ça avait explosé, ça aurait fait lever le plafond, ça c'est sûr, et il y aurait eu probablement plus de victimes encore. Alors, ça ajoute à la conviction des enquêteurs que ces deux jeunes-là, on les voit à l'écran, là, Eric Harris, qui incidemment a déjà étudié ici à Plattsburgh, tout près de la frontière canadienne, et Dylan Klebold, n'ont pas agi seuls, parce qu'il y avait tout un arsenal là-bas. On se demande comment ils auraient pu entrer tout ça. Il y a une bande vidéo dans laquelle on les voit justement répéter un peu ce qu'ils ont fait dans la réalité mardi de cette semaine, et on dit qu'ils seraient peut-être inspirés d'un film Basketball Diary, dans lequel Leonardo DiCaprio est la vedette, et justement il porte un imperméable dans ce film-là et tire dans une école, ouvre le feu dans une école. Alors l'école en question va rester fermée probablement jusqu'à la prochaine saison, c'est-à-dire à l'automne. Il restait à peine 2 semaines de cours, mais là, on ne reprendra pas les cours sûrement à l'intérieur de cette école-là. On dit qu'on a ouvert les autres écoles dans la région, mais les jeunes sont encore très, très traumatisés, d'autant plus qu'on a resserré la sécurité autour de ces écoles-là. Et puis, chez nous, il y a le gouvernement du Québec qui a fait connaître sa position en matière de jeunes contre-revenants. Alors, on sait qu'il y a un projet de loi fédéral qui permettrait d'emprisonner des jeunes criminels dangereux de moins de 18 ans, entre 14 et 18 ans. Alors, Québec n'est pas d'accord. Pourquoi? Le ministre de la Sécurité publique, Serge Ménard, s'explique là-dessus. Hélas, la meilleure école du crime, c'est encore la prison. Je signale que ces jeunes deviennent rapidement la proie de tout ce que vous pouvez imaginer à l'intérieur. Alors, le projet de loi fédéral, la loi fédérale prévoit une latitude, c'est-à-dire que les provinces peuvent adopter l'approche douce ou plus radicale, comme ce qui est prévu à l'origine, mais Québec privilégie l'approche douce parce que ça a été efficace. Vous savez que le taux de criminalité juvénile est le plus bas au Canada, ici au Québec. Et puis, je ne sais pas si ce sont des jeunes qui en sont des auteurs, mais agression sauvage sur une personne âgée, ça... Et sauvage, le mot est faible, Dominique Arpin. Oui, c'est survenu hier soir dans une résidence pour personnes âgées, le foyer hongrois sur la rue Saint-Jacques. La victime, vous la voyez, c'était un homme de 89 ans qui a été violemment battu. Il aurait laissé entrer une connaissance, en tout cas c'est ce que les policiers croient, puisqu'il n'y a pas de traces d'effraction. Et une fois à l'intérieur, le suspect l'aurait ligoté, bâillonné et violemment battu à coups de pied dans le visage. Et on présume qu'il aurait également, ironiquement, utilisé la canne de la victime. L'homme a été transporté à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie, là, mais vraiment, il a été très violemment battu. Le suspect court toujours. Les policiers sont à sa recherche.
On est en mesure, semble-t-il, de l'identifier puisqu'il y a des caméras de surveillance ici dans la résidence. Alors, on a sa photo, le mobile de tout ça, le vol. L'homme aurait dit aux policiers que tout ça est survenu pour 35 $. Incroyable. Ouais. Merci, Dominique. 80. Merci, Dominique. Vous savez qu'il y a un nouveau code régional dans la région de Montréal depuis peu, hein, le 450. On en ajoute un peu partout parce qu'il y a les fax, les télécopieurs qui demandent des nouveaux numéros, les téléphones sans fil, les cellulaires, les lignes Internet. Or, les spécialistes pensent qu'on sera à court de codes régionaux en Amérique du Nord en 2007. Mais originalement, on disait ça va aller jusqu'en 2030. Alors, 23 ans plus tôt que prévu, on va manquer des codes régionaux. L'engin qui n'était pas armé était assez puissant pour détruire tout le bâtiment. Les recherches vont se poursuivre aujourd'hui dans l'école. Une soixantaine d'enquêteurs y participent. La thèse voulant que les deux assassins aient été aidés par une ou plusieurs autres personnes est toujours plausible d'après la police. Par ailleurs, selon le réseau CNN, les deux meurtriers auraient laissé une note dans laquelle ils indiquent que personne n'est à blâmer dans cette affaire et que c'est ainsi qu'ils avaient choisi de mourir. L'armée américaine a commencé son enquête sur l'accident d'hélicoptère qui a fait 7 morts et 4 blessés. C'est arrivé hier après-midi. La tragédie est survenue lors d'une mission d'entraînement près de Fort Campbell, au Kentucky. 2 des 4 blessés reposent dans des conditions qualifiées de critiques. L'appareil, un UH-60 Blackhawk, s'est écrasé pour des raisons encore inconnues à une douzaine de kilomètres de la base. Ce type d'appareil, un hélicoptère classique d'attaque, est utilisé également pour des évacuations médicales. À Montréal, une personne âgée a été sauvagement agressée hier soir dans l'ouest de la ville. C'est arrivé dans un foyer pour personnes âgées d'origine hongroise au coin des rues Saint-Jacques et Quesnel. Vers 23h30, un jeune homme s'est présenté à l'appartement de la victime. La police croit que ce dernier connaissait son agresseur et lui aurait volontairement ouvert la porte de l'appartement. L'homme de 89 ans a été sauvagement battu et a subi des fractures aux os du visage. Le jeune homme a ensuite pris la fuite après avoir dérobé 35 $ à sa victime. C'est le concierge de l'immeuble qui l'a vu s'enfuir et qui a appelé la police. Québec rejette le projet de loi fédéral sur les jeunes contrevenants. 3 ministres du cabinet de Lucien Bouchard estiment qu'Ottawa privilégie la répression et non la réhabilitation. Ils réclament un amendement à ce projet pour permettre à Québec d'appliquer sa propre politique axée sur la prévention. Paul Larocque nous en dit plus long sur la décision du Québec. 48 heures à peine après les tragiques événements du Colorado, Québec lance ou plutôt relance le débat sur la loi des jeunes contrevenants. 3 ministres qui, en chœur, disent que le projet fédéral, qui vise entre autres à abaisser à 14 ans l'âge d'emprisonnement des jeunes délinquants, dans les cas les plus lourds, est tout à fait inacceptable. Nous voulons qu'un jeune soit amené à réfléchir sur les conséquences de ses actes. On ne veut surtout pas lui garantir une place à vie dans nos pénitenciers. Le gouvernement fédéral choisit de répondre aux revendications de la droite canadienne au détriment des enfants du Québec. Actuellement, sauf exception, les jeunes de moins de 18 ans évitent l'emprisonnement. Cette règle serait donc renversée selon le projet fédéral. Le gouvernement québécois s'appuie sur le fait que le taux de criminalité juvénile au Québec est le plus bas au pays. Pour défendre son approche, la prévention, dit Serge Ménard, vaut mieux que l'incarcération. Mais c'est une triste réalité. Hélas, la meilleure école du crime, c'est encore la prison. Je signale que ces jeunes deviennent rapidement la proie de tout ce que vous pouvez imaginer à l'intérieur. À Ottawa, la ministre fédérale de la Justice affirme que son projet de loi laisse déjà assez de latitude au Québec pour agir comme il le veut. I believe our legislation provides provinces and territories with the flexibility necessary. Mais Québec rétorque que l'apparente ouverture du fédéral ne se traduit pas dans le texte du projet de loi. Cela dit, l'Association des chefs de police du Québec intervient et condamne elle aussi le projet de loi fédéral, le jugeant inutile et contre-productif. Mais ailleurs au pays, l'approche plus dure du fédéral est reçue plutôt favorablement. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. Revue de presse maintenant. Sylvain, à propos du conflit en Yougoslavie, on a cru percevoir hier une ouverture de la part de Slobodan Milosevic. S'il y en a une, enfin, la porte semble entrouverte un peu. On verra aujourd'hui d'ailleurs lors du sommet de l'OTAN, le 50e anniversaire, s'il y aura là-dessus des progrès. Toujours est-il que dans tous les quotidiens, à la une, on parle de cette proposition de Slobodan Milosevic qui est accueillie avec prudence dans la presse. C'est ce que titre la presse. Prudence, bien sûr, parce qu'il y a eu plusieurs propositions, Slobodan Milosevic, depuis le début des bombardements, on le sait. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Ce qui est proposé, c'est que Slobodan Milosevic accepterait
sur le sol même du Kosovo, des troupes menées par les Nations Unies, cependant. Alors, reste à voir le développement de cette proposition-là. On parle aussi, Georges, énormément à la une de la presse notamment, mais des autres quotidiens, de l'horreur qui continue, bien sûr, les suites de la tuerie du Colorado à Littleton. Et les élèves d'ici, aussi la presse a rencontré des élèves d'ici d'une école Pierre Dupuis, polyvalente, un quartier pas très facile de Montréal, centre-sud. Là-bas aussi, on a certaines craintes. Des armes, c'est toujours possible de s'en procurer, disent les élèves. La famille Pouliot qui a l'œil sur entourage, qui voudrait donc être en mesure, là, avec l'aide de Bell Canada, mais aussi du Fonds de solidarité de la FTQ, de mettre la main donc sur cette entreprise de techniciens. Dans le devoir, Québec autorise les combats extrêmes. Les spectacles de combats extrêmes peuvent désormais avoir lieu non seulement à Ganawati, c'est là que tout a commencé bien sûr, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Il y a des règles assouplies de la régie des alcools, des courses et des jeux. La Vallée du Secret en colonne perspective. On parle du 50e anniversaire de l'OTAN, un sommet à Washington de 3 jours. Le Canada y sera. On connaît peu sa position. Peu importe les précisions des questions, le gouvernement canadien se montre avare de réponses. Milosevic qui fléchit, donc, on en parle, et Lucien Bouchard qui devrait modifier l'article 1 de son programme, estime Jean Charest, chef libéral, c'est sur la fameuse proposition de Boutillier et Monnière, une nouvelle façon, un nouvel étapisme, disent certains, 1, 2, 3 référendums. On parle de gradualisme. Oui, voilà, un nouveau terme, donc un néologisme dans le domaine constitutionnel. M. Monnière sera avec nous un peu plus tard ce matin pour en parler. Bon, voilà. Le Journal de Montréal, d'ici à 3 mois, je vais marcher. Vous savez, ce miraculeux survivant de l'écrasement d'avion à la tuque. Il s'en est sorti, a perdu cependant ses jambes, mais il dit dans 3 mois, il va marcher. Bon. Le Soleil maintenant, nouveau festival de cinéma en vue à Québec. La SODEC qui en appelle de propositions pour un projet d'envergure internationale dans la foulée d'une insatisfaction envers la FIFQ. Donc, toute l'école dans la mire des tueurs, la tragédie de Littleton, il y avait apparemment l'intention de faire exploser l'école, rien de moins. Je vais te tirer, Yves Lessard a été abattu selon le modus operandi des motards. C'est passé à Québec, à la place de la Cité. On en parlait abondamment hier. Dans le droit, l'OTAN bombarde Milosevic, sa résidence même, une de ses 2 résidences. Dans la Gazette, on parle également de Colorado, on parle également de la Serbie. Et on se demande également, on a découvert, les archéologues ont découvert donc les restes d'ossements de ce qui pourrait être le fameux chaînon manquant. Vous l'avez trouvé, vous, Georges, le chaînon manquant? Non, je cherche toujours sur mon terrain derrière. Merci beaucoup. D'ici 2 ans.